avec 15% de droits de douane, ça suffit pas. Il faut aussi qu'ils plombent leur commerce extérieur en orchestrant la hausse du yen. Je veux dire que c'est la deuxième capitulation du Japon après août 45, là. Bienvenue dans l'interview Écho. Il s'en passe des choses et ça part beaucoup des États-Unis. En ce moment, bien évidemment, les négociations commerciales sont au centre de l'attention, alors que l'Union européenne et les États-Unis s'orientent vers un accord commercial. Précisément, le Japon vient d'en signer un avec les États-Unis. On en parle de ça et de plein d'autres choses encore avec Philippe Béchade, rédacteur en chef des publications Agora. C'est notre invité, Philippe Béchade, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai qu'il y a 2 ans, on aurait dit aux Japonais, vous allez payer 15% en plus pour les droits de douane. Ils auraient dit, oh non, jamais, je ne peux pas l'imaginer. Et aujourd'hui, les gens font mine de s'en féliciter. C'est amusant, hein, quand même, c'est curieux. Hein. C'est les mystérieux ressorts de la psychologie humaine. Et les 15%, c'est pas la fin de l'histoire. Hein. Ouais. Il faut aussi que les entreprises japonaises investissent 550 milliards aux États-Unis, c'est-à-dire un demi-trilliard. Rien que ça. C'est ça, voilà. Hein, chacun ouvre un tiroir et sort quelques milliers de milliards comme ça. Aujourd'hui, c'est un peu l'unité de mesure, hein, dans le monde. Hein, Big is beautiful. Voilà. Ils doivent aussi faire monter le yen, hein, parce que avec 15% de droits de douane, ça suffit pas. Il faut aussi qu'ils plombent leur commerce extérieur en orchestrant la hausse du yen. Je veux dire que c'est la deuxième capitulation du Japon après août 45, là. Ouais. C'est du jamais vu. Et alors, il y en a peut-être une qui s'annonce, c'est celle de l'Union européenne. Bien sûr. Alors, comme pour le Japon, on nous présentera ça comme une victoire. Hein, Trump nous menace de 30 coups de fouet. Hein, alors, par mois, hein, parce que le commerce extérieur, ça se calcule au mois. Et on dira, victoire, on a obtenu seulement 15 coups de fouet contre 0 auparavant. Et on dira que vraiment, on a su défendre les intérêts de l'Europe. Hein, on ne s'est pas laissé faire. Hein. Pour vous, il y avait une alternative, il y a encore une alternative ? Est-ce que c'est le bloc européen qui ferait, voilà, l'Europe qui ferait bloc pour s'opposer si les autres Sans pays... que ça soit ça, effectivement, parce que si Trump s'en était pris aux pays individuellement, alors on imagine que la Pologne, les États baltes auraient probablement obtenu 5%, et tous ceux qui font un peu les gros bras, comme la France, seraient pris 25%. Bon. Là, effectivement, l'Europe a compris que quand même il fallait parler d'une seule voix. Je crois que plus personne ne croit aux 10% hein, aujourd'hui. Hein. Donc, vous attendez à ça pour l'Europe. Est-ce que, parlons de l'Europe, parlons de la BCE. Elle se réunit aujourd'hui. Hein, elle devrait maintenir ses taux inchangés après 7 baisses consécutives, malgré la menace du président Trump d'imposer une lourde surtaxe sur les importations en provenance de l'UE. Bon, depuis la mi-juin, le principal taux de rémunération des dépôts se situe à 2%. Hein. Vous attendez un statu quo ? Oui, je m'attends à un statu quo. Et si l'Europe applique des droits de douane réciproques, ça veut dire qu'on va vers quand même, techniquement, un peu plus d'inflation d'ici la fin de l'année. Donc, je ne vois pas la BCE se commettre dans une promesse que les taux pourraient redescendre à 1,5. Auquel cas, effectivement, on accréditerait plutôt l'idée qu'on s'en va vers une récession. C'est comme ça que le marché, à mon avis, le prendrait. Aller plus bas sur les taux, ça veut dire qu'il faut soutenir l'économie et qu'on est peut-être déjà... alors, on sait qu'on est déjà à 0, mais on est peut-être sur le point de passer en négatif. Par rapport à la trajectoire des marchés, il y a quand même quelque chose qui interpelle. Hein. Ouais.
Jusqu'à maintenant, Christine Lagarde, présidente de l'institution, avait, prévenu en juin, hein, que la BCE était arrivée à la fin d'un cycle de politique monétaire. Voilà, si on fait le point sur l'inflation, et puis sur l'envolée de l'euro, par rapport, au dollar, la monnaie européenne s'est sensiblement appréciée, entre avril, hein, lorsque Trump a lancé la guerre commerciale et fin juin. À quoi vous attendez dans les semaines à venir? J'élabore des scénarios. Ce à quoi je m'attends, c'est pas vraiment très très central. Le dollar a déjà perdu 11% par rapport à l'ensemble des devises. On est plutôt autour de 12 face à l'euro. Euh, j'ai peur qu'effectivement le dollar continue de baisser et que là on commence à avoir des petits soucis au niveau du commerce extérieur. Si on a 15% de baisse du dollar et 15% de droits de douane, ça veut dire qu'en fait, depuis le début de l'année, on a perdu presque 30% de compétitivité. Et c'est un bouleversement énorme, ça. Si vous combinez les deux, quand même. Et on va faire comme si rien ne se passait. Bah, c'est exactement ce que font les marchés. C'est un aveuglement militant. J'en ai pas souvenir, hein, moi. Une année où vous avez le dollar qui perd 10 ou 15%, déjà, il n'y en a pas beaucoup, hein, depuis 1971. Et des années où le dollar se torche comme ça, nos entreprises souffrent. Alors que là, c'est un funiculaire haussier remarquable. Alors, il y a quand même des hausses. Il faut regarder du côté des métaux précieux, hein. Je me suis laissé dire que le cours de l'argent s'est envolé, hein. On est à 39,39 $, un sommet vieux de 14 ans, qui est bousculé par le choc des accords Trump. Alors, souvent, on disait que l'or jouait le rôle de valeur refuge. Vous allez nous dire, c'est peut-être toujours le cas, mais l'argent aussi, alors? Alors, Ou il y a l'argent, d'autres raisons? là, je dirais que l'argent, il a une double casquette. D'abord, c'est un métal industriel. Et vu que l'Europe veut s'infliger la poursuite de la transition énergétique, de la décarbonation, on va avoir besoin évidemment de quantité d'argent pour des panneaux photovoltaïques. L'industrie électronique, ça consomme également de l'argent, parce que les meilleurs connecteurs sont évidemment en argent. Enfin, c'est le métal le plus conducteur après l'or. Il vaut quand même 80 fois moins cher, donc on préfère l'argent. Et puis, il y a une pénurie chronique d'argent. Les stocks du LME sont quasiment vides. J'ai vu qu'en Australie, pour se faire livrer ne serait-ce qu'un petit lingot d'argent, hein, pour plus de 4 mois. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a plus de physique disponible. Et vous avez des positions vendeuses à découvert sur l'argent qui sont absolument colossales. Pourquoi ces positions vendeuses à découvert? Parce que les institutionnels, alors je ne sais pas s'ils agissent sur ordre des banques centrales, hein, mais en tout cas, sont là pour empêcher justement ce à quoi on est en train d'assister, c'est-à-dire un breakout de l'argent au-delà de 36 $. Et après, quand les vendeurs à découvert vont devoir se racheter, ça risque de faire du vilain. Et pour ceux qui ne savent pas exactement ce que représentent les marchés à terme par rapport à l'argent physique, il y a aujourd'hui 385 contrats à terme, donc de l'argent papier, de l'argent complètement virtuel, pour une once d'argent disponible. Donc ça veut dire que même si vous avez 0,3% des acheteurs de contrats sur ces 385 contrats à l'once, vous avez 0,3% qui exercent et demandent la livraison, je peux vous dire déjà que l'argent ne sera pas livré. Alors 0,3%, ça fait pas beaucoup. Quand vous savez qu'il y a peut-être 15 ou 20% de vendeurs à découvert, le jour où ils sont obligés de se racheter, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce qu'on n'a pas de précédent historique, peut-être, sauf dans les années 80 avec les frères Hunt, qui avaient truqué le marché de l'argent. Donc on était dans une manipulation à la hausse. Là, l'argent est dans une manipulation à la baisse depuis des années, avec des ventes de contrats à terme pour appuyer sur le cours de l'argent. Donc là, je dis que d'ici la fin de l'année, moi, je miserais peut-être plutôt sur l'argent que sur un Nasdaq
qui se paye maintenant 28 fois les bénéfices, et un marché américain qui représente 210% du PIB américain. C'est vraiment un actif d'investissement intéressant avec cette dualité, comme vous le disiez, à la fois une monnaie historique et une ressource industrielle incontournable. Et j'ai remarqué qu'on peut l'intégrer à son PER. J'ai vu que le groupe Interinvest, on reçoit tout à l'heure l'un de ses gérants, très innovant, a permis que dans mon PER, il y a la possibilité d'investir dans des supports liés aux métaux précieux, l'or, l'argent, le cuivre, les matières premières, tout en bénéficiant des avantages fiscaux du plan d'épargne retraite. C'est intéressant. Alors, on est en plein été, on est au mois de juillet, et donc on va parler de la saison touristique. Elle n'est pas finie, bien évidemment. On aurait pu penser qu'après les JO, cette magnifique vitrine de la France de Paris, les touristes allaient se précipiter sur la capitale, sur la France. Est-ce que c'est le cas? C'est pas le cas, et c'est même la douche froide, parce qu'il y a plein d'hôtels qui sont vides cette année. Alors évidemment, on a un effet de base par rapport à juillet-août 2024, année olympique, où là, effectivement, c'était difficile de trouver un hôtel. On a très très vite, en tout cas, réussi à trouver des Airbnb parce que beaucoup de gens rêvaient à des locations d'un placard pour 5 000 € la semaine. Donc là, heureusement, on était revenu à des choses plus raisonnables. Là, cette année, ni les Airbnb, ni les hôtels ne sont pleins. Bon, évidemment, toutes les années ne sont pas olympiques. Par contre, sur la côte d'Azur, sur la côte Languedoc, la région même Bordeaux-Biarritz, et bien là, c'est peut-être une des pires années depuis le Covid. Comment ça se fait? Alors, il y a plusieurs raisons. Bon, alors, un effet de base par rapport à 2024, parce que beaucoup de gens avaient fui l'Île-de-France, Paris, et pourquoi pas aller sur la côte d'Azur, après tout, quand même, c'est très beau. Donc, il y a moins de Franciliens qui sont sur la côte d'Azur. Et puis, on découvre surtout que des compagnies aériennes type Ryanair, EasyJet, etc., ont baissé les fréquences de desserte, ont carrément abandonné d'ailleurs des villes même comme Bordeaux. Pourquoi ? Parce que la France est le seul pays au monde, en Europe, à appliquer des surtaxes carbone. Voilà. Alors, je ne sais pas si ceux qui veulent qu'on respire un air absolument pur en France sont allés, je ne sais pas, du côté de l'Inde, de la Chine ou d'autres pays où l'industrie existe encore. Mais dans ces pays-là, on respire l'air tel qu'il est. Et on ne coule pas des pans entiers de l'économie au nom de la décarbonation. C'est-à-dire pourquoi ces gens, d'ailleurs, continuent de produire des choses qui sont réexportées vers la France. Parce que la France, effectivement, a bien décarboné. Ah oui, on a très, très bien décarboné en exportant nos usines dans des pays où, effectivement, on n'est pas très sourcilleux sur le carbone. Alors, on n'a plus d'usines. Et puis maintenant, on décide que finalement, on ne veut plus non plus d'avions avec des passagers, des touristes dedans. Voilà, donc on continue la décarbonation. Je pense qu'on finira avec tous le SMIC, mais au point on respirera un air pur. On aura 15% de chômage, on est déjà plus de 9%, mais au moins on respirera un air plus pur. Voilà. Donc aujourd'hui, les touristes vont, ceux qui y prennent, qui regardent des billets pas chers, 40, 50 €, ils voient qu'ils peuvent aller au Portugal, ils voient qu'ils peuvent aller de Hambourg, d'Amsterdam aux Canaries, ils peuvent aller en Grèce. On va pas en France, parce que c'est le billet maintenant 50% plus cher. Puis quand vous arrivez en France, finalement, vous vous rendez compte quand même que c'est un pays, c'est assez cher, hôtellerie, restauration. Et puis, si vous regardez un petit peu les blogs de voyageurs asiatiques, Chine et Japon, alors là, je peux vous le dire, parce que je l'ai lu, et j'aurais pu venir vous imprimer les choses et vous les lire. On se fait littéralement défoncer sur 2 domaines. L'insécurité. Beaucoup de Chinois qui témoignent qu'ils ont été agressés, on leur a volé leurs affaires, leurs montres, etc. Les Japonais n'en reviennent pas quand ils viennent en France. Ils ont une image et la réalité, d'un seul coup, ça télescope un petit peu l'image d'Épinal. Et l'autre raison également, c'est que l'expérience client d'un hôtel, d'un restaurant,
on n'a pas forcément le sentiment, quand on est étranger, qu'on est les bienvenus ou qu'on fait vraiment un effort pour essayer de vous parler. Et là, il faut peut-être qu'on se remette en question à un moment. Par contre, si les touristes veulent venir à respirer un air plus pur, oui, qu'ils viennent en France, il y a moins d'avions dans le ciel. Alors, moi, j'ai l'impression que vous allez partir en vacances hors de France à vous écouter, si Oui, vous prenez des je vacances. pars hors de France parce que là, je suis hors de moi. Alors là, quelle formule. On revient un petit peu sur les marchés. Quelles perspectives pour les mois à venir? Vous tenez compte des valorisations, évidemment. On se positionne sur l'Europe, sur les États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, et depuis même fort longtemps, depuis que les marchés sont régis par les flux, c'est-à-dire la quantité de liquidités disponibles, c'est-à-dire l'impression monétaire galopante, hein, puisqu'aux États-Unis, ils rajoutent 3 000 milliards de dettes chaque année, donc c'est 3 000 milliards de dollars qui sortent, on va dire, de l'air ambiant. Donc, cyniquement, je dirais que tant que l'orchestre joue, on danse. Hein, la formule était de Jamie Dimon. Et qu'aujourd'hui, on a une hausse funiculaire des indices américains. C'est ce que les chartistes appellent la tendance en ligne. Donc on est face à quelque chose qui ne pense pas, qui ne raisonne pas, qui n'a pas de référence historique. Donc il n'y a pas de cerveau, hein, pour dire les choses, carrément. Il y a de la liquidité, il faut l'allouer. Eh bien, aujourd'hui, la logique algorithmique fait que vous êtes obligé d'aller sur les plus gros dossiers. Vous y allez pour deux raisons. Un, parce que vous ne voulez pas sous-performer votre benchmark. Deuxièmement, comme vous êtes très très gros aujourd'hui, BlackRock, Citi, JP, Vanguard, vous ne pouvez pas aller sur des actions ou des petits indices étroits. Quand vous êtes un espèce de méga paquebot, vous êtes obligé de prévoir le virage 5 km avant de rentrer au port. Vous êtes obligé d'aller en eau profonde. Vous ne pouvez pas arriver avec un paquebot sur des petits ports bretons. Voilà. Donc, vous restez sur des très très grosses capitalisations et le phénomène s'auto-entretient. Donc vous avez de plus en plus de capitaux qui sont aspirés par Nvidia. Nvidia qui aujourd'hui voit sa capitalisation atteindre les 4 200 milliards de dollars, c'est-à-dire dépasser le PIB du Japon. On n'a jamais vu, évidemment, aucune action à aucun moment de l'histoire atteindre le PIB du Japon ou d'un pays développé. Déjà, rien que la France, c'est déjà extraordinaire, puisqu'on a Microsoft et Apple qui ont déjà atteint l'équivalent du PIB de la France. Voilà, on change de dimension. Et aujourd'hui, on se dit, allez, Nvidia, ça va être la première à atteindre les 5 000 milliards. On ne se demande pas si cette valorisation a le moindre sens. C'est juste que vous êtes obligé de faire ce que l'habitude algorithmique vous contraint à faire. Vous ne pouvez pas aller contre. Hein. Moi, je peux vous sortir tous les arguments. J'aime bien rappeler le monde réel. Mais bon, le monde de l'investissement n'a rien à voir avec le monde réel. Et si on veut gagner de l'argent, évidemment qu'il faut payer ce qui monte et il faut rester à l'écart de ce qui baisse. Bon, aujourd'hui, on a évoqué l'argent, ça fait partie des trucs qui montent. Bon, je dirais que derrière, il y a un peu de fondamental. Derrière Nvidia, vous avez un narratif. Merci beaucoup Philippe Béchade, on pourrait vous écouter toute la journée, mais il y a d'autres invités et on continue ce journal. Merci, je rappelle, vous êtes le rédacteur en chef des publications Agora. Un petit point sur la bourse très bref, tout va bien, plus 0,5%, les bourses européennes plutôt dans le vert, bien sûr, après cette euphorie à New York dans le sillage de l'accord commercial entre le Japon et Washington. Et puis dans un instant, on va passer à une autre interview, c'est Benoît Fréret, gérant sur les actifs réels chez Interinvest. Restez avec nous.